Son nom est Zigel, Jean-François Zigel. Une nouvelle fois, cet homme relève le défi. Nous faire découvrir et aimer la musique classique en une soirée. Ce soir, avec Catherine Lara, Patrick Fiori et Arthur H, il fait souffler un vent d'Est sur le plateau. Pour l'aider dans sa mission, le grand pianiste russe Mikhail Roudy et de nombreux solistes virtuoses qui nous feront voyager en musique de la Tchéquie à l'Oural. Mais avant cela, le générique, et c'est bien sûr Jean-François Zigel qui l'interprète. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une boîte à musique sur laquelle va souffler un vent particulier, le vent d'Est. C'est en effet aux musiques des pays de l'Est qu'est consacrée cette émission. À nous les violons, à nous les tziganes, à nous les rythmes des Balkans. Déjà installé sur le plateau, le quatuor Psophos. Plus tard, nous aurons également le plaisir de recevoir le clarinettiste Romain Guyot, un duo de cymbalum et le pianiste Antoine Hervé. Nous aurons également le privilège de recevoir le grand pianiste russe Mikhail Roudy. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous recevons maintenant la violoniste et chanteuse Catherine Lara, ainsi que les chanteurs Arthur H et Patrick Fiori. Vous connaissez le principe de l'émission, ça commence par un quiz. Veuillez vous installer autour du piano. Alors, j'espère que vous avez bien révisé. Enfin, c'est un quiz qui n'est pas très compliqué. Voilà, c'est simplement Est ou Ouest. Donc, le principe en est le suivant. Je vous joue des musiques, de la musique classique, bien entendu, et vous me dites si c'est de l'Est ou de l'Ouest. Voilà, je commence par quelque chose de bien romantique. Est, C'est Ouest. Mendelssohn. Oui, très bien. Ouais, ça va être dur si ça donc commence c'est comme Ouest. ça. Ça va être dur. Bon, En plus, sans le buzzer. Incroyable. Catherine Lara, 1. Deuxième musique. Est, Ouest, Encore un peu. encore un peu, pas de problème. En tout cas, c'est joli. Ah oui. C'est une œuvre de jeunesse, je peux dire. Son ouest, Ça, non ça, C'est pas une Son Scriabine, ouest. non? ça, ouais, je sais pas, ça a un petit côté impressionniste. Debussyesque. C'est très debussyesque quand même. Oui. C'est ou Debussy ou Scriabine. Ou... C'est Debussy, C'est Debussy. mais attention, bravo, d'abord bravo. Debussyesque. En fait, c'est une œuvre de jeunesse que Debussy écrit alors qu'il est en Russie. Ah bon? Oui, il est au service de Madame Influencé, von Meck, qui est la grande mécène de Tchaïkovski, et il lui sert de pianiste, et il compose cette jolie pièce. Donc, Ouais. compositeur français, mais écrivant. C'est bâtard alors. Non, c'est pas bâtard, c'est riche. Non, c'est inspiré, c'est pas euh, pareil. Bon, allez, un peu inspiré. plus, comment dire, un peu plus expressif.
c'est l'Est, ça. Bravo. Un peu à l'Est. Ça fait Alors, c'est de qui? Pologne un peu, quoi. Presque. Qui tu dis? C'est très chopinesque. Oui, mais c'est Liszt. Non. Mais vous avez déjà gagné, vous avez dit que c'était l'Est. Ben, c'est l'Est, voilà. Mais c'est la réponse. Dvorak, Ah, dans voilà. Slave, avec ce côté un peu Anton. mélancolique. Bon, maintenant, deux petites valses. Celle-ci. Est, ouest. Ça pourrait être Eric Satie, mais Ravel, c'est très Ravel, quoi. c'est ravelien aussi. Exactement. Bravo, un point pour Arthur H. Deux. Deux. Oh, bah là. Il a raison, il a raison. Trop. Moi, je me régale. Donc Ravel, mais vous allez au-delà de ce qui vous est posé comme question. D'avant, c'était juste Est-Ouest, mais c'est très bien, c'est très fort. Alors, encore une valse. J'avais dit deux valses. C'est ouest. Tchaïkovski. Très bien, bravo. C'est quoi, Casse-Noisette? Valse des fleurs. Donc c'était Est, mais Tchaïkovski est assez occidentalisé comme compositeur. hein. Un petit peu. Bon, plus mélodramatique. Normalement, il y a quelqu'un qui devrait reconnaître. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'avais pensé à Patrick, mais Je mettrais à l'Est, mais c'est à l'Est. Bravo, mais c'est de qui? Sibelius. Rachmaninoff, exactement. Rachmaninoff, Rachmaninoff, voilà, bravo. c'est l'Est. Prélude en ut dièse mineur, eh ben, c'est pas mal. Peut-être un point de plus à Catherine Lara, si tout le monde est d'accord. Oui, oui, Bravo. Oui, bien sûr. Bah, je vous propose de vous asseoir. Bon, alors évidemment, cette histoire de musique de l'Est, c'est à la fois précis et vaste et vague. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'Est, Arthur? Bah, le premier compositeur que ça m'évoque, c'est Chopin, parce que quand j'étais ado, j'écoutais du punk. Il était punk, Chopin? Non, non. C'est un scoop. hein. Et du reggae, j'avais ma petite platine avec mes vinyles à l'époque. Et dans cet océan de sonore, de rock et tout ça, bah, j'avais mon disque de préludes de Chopin et aussi des polonaises de Arthur Rubinstein. Et là, je retrouvais cette espèce d'énergie comme ça, un peu désespérée, et puis surtout très, très mélancolique, très belle. Et c'est un disque que j'adorais écouter, tout en écoutant du rock et tout ça. Donc pour moi, le premier, c'est Chopin, quoi. Patrick, l'Est. C'est une atmosphère particulière parce que j'ai la chance d'aller souvent dans ces pays-là pour enregistrer avec des orchestres symphoniques. Je trouve que c'est un son particulier, c'est quelque chose pour moi, en tout cas pour ma musique, celle que j'ai fait pour ces albums-là, qui est un petit peu à la fois mélancolique, dramatique. Ce ne sont pas des gens qui ont, en tout cas tous les musiciens n'ont pas des instruments hors normes, hors prix, hors tout ce qu'on veut. Mais je pense que dans leur jeu, dans leur attitude, ils ont vraiment quelque chose de particulier à proposer. C'est ce qui m'a énormément séduit dans les pays de l'Est. Catherine, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Mais moi, quand je pense aussi à la musique des pays de l'Est, je pense à la musique typique de ce pays. Je pense à la Musique populaire, alors? Oui, populaire, tzigane. Et ce qui m'a toujours touchée, c'est qu'ils ont une façon si digne de nous parler de leur malheur, avec une façon joviale de le dire. Et je trouve ça fantastique. Ça m'a toujours touchée profondément. Écoute, c'est formidable ce que tu dis, parce que je me suis demandé comment commencer l'émission musicalement.
Et finalement, on s'est mis d'accord avec le quatuor Psophos sur un mouvement rapide du 14e quatuor de Dvorak, puisque nous avons parlé de Dvorak à l'instant. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est rapide, il y a beaucoup de contre-accents, c'est frémissant, vivant, mélodique, et en même temps, c'est en mineur, il y a une certaine tristesse. Donc, le second mouvement du 14e quatuor de Dvorak. En fait, ce qui est drôle, c'est que cette musique qui sonne tellement slave a quand même été composée à New York, au moment où Dvorak est appelé par une certaine Mrs. Thurber, qui a décidé de fonder le conservatoire de la ville de New York, à l'imitation de celui de Paris. Et elle a besoin d'une gloire européenne pour le diriger, et puis pour qu'on parle du conservatoire, elle fait appel à Dvorak, qui débarque dans les années 90, 1800, avec femmes et enfants à New York, et c'est à New York, en 95, qu'est composé ce quatuor. Et à propos d'échanges entre l'Est et l'Ouest, moi je me rappelle que quand j'étais tout jeune musicien, élève au Conservatoire de Paris, il y avait un pianiste dont on parlait beaucoup, parce qu'il était venu de Russie, il avait gagné le concours Marguerite Long, et dans la foulée, une tournée de 2 années, et on avait profité pour demander l'asile politique. C'est donc un pianiste russe, mais un pianiste franco-russe, si je puis dire. Nous accueillons maintenant Mikhaël Roudy. Merci. Bonjour Mikhaël. Bonjour. Alors tu imagines combien je suis content de t'avoir parmi nous dans l'émission. Et bien entendu, ce que je voudrais, c'est que tu nous parles de la musique russe. Une musique qui finalement n'est pas si ancienne que cela. À peine 2 siècles. Avant, c'était la musique plutôt folklorique qui n'était pas écrite ou la musique religieuse d'inspiration byzantine. Et donc, au 19e siècle, est apparue une musique écrite. Et tout de suite, on avait de très, très grands compositeurs, notamment Piotr Tchaïkovski et Modeste Moussorgsky. Moussorgsky et Tchaïkovski, à peu près à la même époque donc. À peu près à la même époque. Et ils s'entendaient bien ces deux-là? Ils ne s'entendaient pas très bien, parce que Tchaïkovski, c'était plutôt quelqu'un cosmopolite, international, occidental, et Moussorgsky, c'était un nationaliste. Et donc, il avait tout à fait l'inspiration différente et les idées différentes. Tu nous donnes un exemple de Je veux jouer Tchaïkovski? un extrait du cycle de Tchaïkovski qui s'appelle Les Saisons. Il s'agit des pièces de 12 mois. Et donc, ça, c'est le mois de juin, une pièce qui s'appelle Barcarolle, donc l'extrait des Saisons de Tchaïkovski.
Alors, Évidemment, il s'agit d'un extrait. on a parlé tout à l'heure de Mendelssohn, des romances sans paroles. On pourrait presque penser que c'est une pièce de Mendelssohn. Alors, d'après ce que tu dis, Moussorgsky, au contraire, c'est un musicien peut-être plus original ou plus... C'est tout le contraire, c'est un compositeur visionnaire, c'est un compositeur novateur. Et donc, la pièce pour le piano qu'il a écrite, à peu près même année, parce que je pense que c'est 1874-75, donc ça s'appelle le tableau d'une exposition. En fait, Moussorgsky est allé à l'exposition de son ami peintre Hartmann et ça l'a tellement inspiré qu'en quelques semaines, lui qui écrivait très lentement, il a écrit ce cycle absolument extraordinaire. Donc, Et dont chaque pièce représente un tableau. Chaque pièce représente un tableau, il y a une dizaine, et ils sont souvent très pittoresques. Par exemple, celui-ci qui s'appelle le ballet des petits poussins dans leur coque. Ou celui-ci qui représente un chariot polonais qui s'appelle Bydlo. C'est un grand chariot qui est tiré par des bœufs. Ou une autre qui est cette fois-ci d'inspiration française, ça s'appelle Tuileries. Et dans le même Moussorgsky, c'est écrit le dispute d'enfants après les jeux. Cette pièce, elle commence avec une phrase qui dans les oreilles des Russes, sonne comme une plante d'enfants qui appelle leur nounou. Nounou, c'est gna-gna en russe. Gna-gna, gna-gna. Donc voilà, ça commence avec cette phrase. Ah oui, il y a une grande force de suggestion. En fait, c'est intéressant parce que entre Tchaïkovski et Moussorgsky, c'est presque deux manières de considérer la musique. L'une comme l'expression des sentiments intérieurs et l'autre comme pouvant décrire quelque chose d'extérieur à soi, qui n'est pas forcément ce qu'on ressent, mais quelque chose, oui, qu'on peut figurer musicalement. Complètement. Et ça va jusqu'à la dernière œuvre de Tchaïkovski, qui est sa 6e symphonie dite pathétique, dans laquelle il a déjà annoncé son suicide. Parce que le dernier mouvement, c'est un mouvement très lent et tragique, contrairement à toutes les traditions des derniers mouvements qui normalement sont plutôt rapide, joyeux. Rapide, joyeux. Il a annoncé, en tout cas, quelque chose de tragique qui va lui arriver. Moussorgsky, au contraire, c'était quelqu'un qui était plutôt intéressé par la société. Il faisait de grandes tragédies, notamment le Boris Godunov, qui est vraiment un compositeur avec dimension shakespearienne. Oui, c'est son opéra le plus connu. Mais puisque tu parles de dernière pièce, la dernière pièce des tableaux d'exposition est quand même très impressionnante. C'est l'apothéose, c'est le grand port de Kiev. C'est vraiment la quintessence des musiques russes. Il y a beaucoup de carillons, des cloches et la musique orthodoxe, le chorale orthodoxe. Donc c'est vraiment deux thématiques des musiques russes. Tu nous joues la pièce en entier? Oui. On t'écoute.
Bravo, Michael. Tu viens de publier un livre aux éditions du Rocher qui s'intitule Le roman d'un pianiste. Et dedans, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que tu as enregistré les saisons de Tchaïkovski, hein, dont nous avons entendu tout à l'heure le mois de juin, sur le piano de Tchaïkovski. Oui, j'ai eu cette chance avec le BBC de Londres. En fait, Tchaïkovski avait une dacha à une centaine de kilomètres de Moscou, dans un endroit un peu sacré pour les Russes, parce que ce n'est pas seulement son dacha, mais c'est vraiment le centre de toutes les documentations de Tchaïkovski, des manuscrits, et dans lesquels il y avait ce magnifique piano Becker. Mais ce piano-là, en fait, ici, on pouvait attendre, mais déjà à 50 mètres, on n'entendait pas. La sonorité était vraiment très, très intime. Quand j'ai joué sur son piano, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est vraiment ce côté intime. Et après, quand on joue ces pièces-là dans les très grandes salles de concert, j'ai essayé vraiment de reconstituer cette atmosphère. Et c'est presque un défi particulier. J'ai joué vraiment très, très, très doucement et très intime, comme si tu étais dans le dacha de Tchaïkovski, en jouant pour toi-même et pour quelques personnes qui sont là. Mais alors, puisque nous parlons d'intimité, Catherine, moi, il y a une pièce que j'ai énormément aimée sur ton DVD-CD, hein, puisque c'est un album qui comprend les deux, qui vient de paraître, qui s'intitule, alors c'est un très beau titre, hein, Au-delà des murs. Donc, faisons tomber les Au-delà des murs. frontières. Et alors, il y a une toute petite valse très tendre, très mélancolique, qui s'appelle Valse pour Lila. Et évidemment, tu penses bien que dans une émission consacrée aux musiques de l'Est, j'avais pensé à inviter des joueurs de cymbalum. Et alors, j'ai une surprise tout à l'heure, c'est que je ne le savais mais vraiment pas, ça je te le jure, qu'un des joueurs de cymbalum était ton cymbalomiste. Oui, je ne sais pas si on dit pas comme le ça. moine, c'est un grand virtuose, c'est un extraordinaire musicien. Alors, je comptais t'accompagner seul dans cette valse, mais si tu en es d'accord, Oui, je suis faisons ravi. un trio, d'accord? Je suis ravi. Eh bien, voici maintenant le joueur de cymbalum, Ludovic Kovacs.
Eh bien, maintenant que le cymbalum est sur le plateau, je crois que le moment est venu de la rubrique de l'instrument rare. Et l'instrument rare, ce ne sera pas un cymbalum, mais 2 cymbalums. Bon alors bonjour Cyril, rebonjour Ludovic. Alors c'est déjà pas très courant d'avoir un cymbalum, mais alors 2, c'est absolument magnifique. Et alors je me suis laissé dire que ça s'appelait le piano hongrois. Oui, c'est une cithare qui a évolué en Hongrie, qui a repris un petit peu la pédale du piano, la tessiture un peu du piano. Mais sans reprendre le piano, parce qu'on m'a dit que les Hongrois étaient tellement contre l'occupant autrichien que du coup, ils avaient pris le piano en grippe et ils se sont dit on va réactualiser la vieille cithare. Un cithare, c'est-à-dire, en fait, c'est tous les instruments avec des cordes tendues sur des cadrans en bois. C'est ça, exactement. C'est des instruments très vieux, on les représente déjà 5000 ans avant Jésus-Christ, sur des bas-reliefs. J'essaie de me dire que vos instruments sont plus vieux que le mien. Le tien est un peu plus évolué. Il y a un clavier, il y a tout ça, tout un mécanisme. Celui-là, c'est la même famille, celui-là est plus ancien. Il n'y a pas de clavier, on frappe directement les cordes avec les baguettes dans les mains. Et puis il y a une grande différence, c'est qu'au piano, le grave est à gauche et l'aigu est à droite, tandis que là, le grave est proche du ventre, si je puis dire, et plus on s'éloigne, plus c'est l'aigu. Voilà. Ce qui fait que vous êtes obligé de complètement vous allonger pour aller dans l'aigu. Voilà. Ça donne quoi? Ouais, ça peut donner ça. C'est formidable. Est-ce que Yes. vous pouvez le faire ensemble? Vous pouvez faire une... Ensemble. Bravo. Oui, une course. Allez-y. 2, 3. Il a gagné. Trop fort. Trop fort. Il a gagné, hein. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment fait toutes les notes. Enfin bon, bref. En même temps, on n'a pas fixé les règles. Hein. Enfin bon, il y avait les courses de lévrier, maintenant il y a les courses de cymbalum, c'est formidable. Mais alors, ce qui me frappe déjà, c'est le fait qu'on puisse avoir cette amplitude dynamique, c'est-à-dire du plus doux au plus fort. Oui, parce qu'on a les baguettes directement dans les mains et on peut les lever à quelques millimètres des cordes. Bah, là, t'as pas commencé. Si, écoute bien. On dirait le souffle du vent. Très impressionnant. Et alors, quelles sont les différentes possibilités finalement sonores? Est-ce qu'on obtient toujours la même sonorité en dehors du fait de faire très doux et très fort? Bien sûr, il y a par exemple les pids. Le pitch, oui. Oui. C'est une particularité. Ah, c'est qu'on a perdu c'est une ses grande baguettes. particularité. Quand tu as oublié tes baguettes Oui, chez si toi, jamais voilà. on peut se débrouiller déjà de cette façon. On dirait du clavecin. Oui, Oui, ou alors on peut s'approcher encore beaucoup plus vers le clavecin si on utilise les baguettes nues. Sans le, c'est Sans quoi, le sans du ouais. coton. Par exemple. Et puis on peut encore changer des sons en ayant des harmoniques par exemple. Des harmoniques, oui. Je peux faire. Attends. C'est des Ce sons qu'on peut faire, extrêmement fins par dans exemple, l'aigu. avec, à la fin, tu peux utiliser un effet de gong. Voilà, par exemple. en mettant une pièce de monnaie. Ah, c'est magique. Magique. Je suis amoureuse de cet instrument. Alors cette petite pièce de monnaie qui modifie le son, c'est la raison pour laquelle de temps en temps, il y a des joueurs de cymbalum qui demandent un peu la monnaie dans la rue, dans le métro. Voilà. On préfère se faire payer en pièces de 5 centimes. C'est vraiment, parce que les 2 euros, tout ça, mais beaucoup de 5 centimes, c'est très bien. Bon, mais ça, sont des effets, mais c'est un instrument finalement qui a une grande virtuosité, mais qui n'a intéressé les compositeurs classiques qu'assez tard.
C'est vrai que lors de l'exposition universelle, ce cymbalum qui a été donc amélioré en Hongrie a été exposé et Debussy a écrit une cadence dans la plus que lente, une valse pour piano à l'origine qu'il a orchestrée et il a fait une version avec cymbalum. Et alors la cadence, c'est ça. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le caractère virtuose, parce qu'évidemment, dans ce jeu d'alternance des baguettes, avec les trémolos, avec les notes répétées, avec les arpèges, on peut obtenir quelque chose de très impressionnant. Est-ce que vous n'avez pas un morceau spécial virtuose? Oui, par exemple, dans la musique traditionnelle, par exemple en Roumanie, c'est un instrument qui est utilisé de façon très virtuose. Et par exemple, on peut vous interpréter une danse, la danse du mois de mars. C'est un peu... C'était il y a quelques mois, mais pas pour la danse du mois de mars. Alors. On y va. Arthur, je suppose que tu te mets au cymbalum tout de suite. Ouais, je sais pas, quelques années quoi, de pratique. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est que c'est vraiment l'ancêtre du piano. C'est-à-dire que, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment l'ancêtre du piano d'ailleurs. C'est mon grand-père. Tu dis que c'était Bonjour, très grand-père. ancien, mais D'une certaine manière. c'est parce que c'est un piano sans clavier, quoi. Mais finalement, quand tout le monde s'amuse, qui a un piano s'amuse aussi à taper sur les cordes, à les faire On peut résonner. faire tout ça. cymbalum, hein, tu sais. Bah ouais, c'est. Attends. Et oui, voilà. Ouais. Sauf quand même, ça vient plus d'Inde et tout ça, non? J'ai l'impression. Oui, les traces les plus anciennes qu'on a, c'est sur des bas-reliefs sumériens, donc l'Irak actuel. Ah Puis ouais. après, avec les grandes migrations, tout ça, ça c'est allé jusqu'en Chine, sous le nom de Yanchin. Déjà, Made in China. Pardon? Made in China. Alors, ce qui m'intéresse évidemment beaucoup, c'est comment est-ce que l'instrument a pu influencer les compositeurs classiques. On dit que c'est Liszt qui a provoqué l'agrandissement vers l'aigu et vers le grave de l'instrument. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais à Budapest, c'est que les ensembles, les petits ensembles de musiciens comprenant le cymbalum, jouaient des pièces de Brahms. Alors Brahms a écrit des danses hongroises, de toute façon c'était le même empire, hein, l'empire d'Autriche-Hongrie, donc forcément il y avait influence de l'un sur l'autre. Mais c'est tout à fait frappant de penser qu'un compositeur aussi sérieux, en quelque sorte, aussi classique que Brahms, ait pu s'intéresser à cette musique. Et vous m'avez dit que vous aviez quelque chose de Brahms, alors ça m'intéresse beaucoup, pour, enfin transcrit évidemment, c'est pas original, tout à pour fait. deux cymbalums.
Patrick, la dernière fois que tu as été enregistré à Budapest, est-ce que tu as entendu des joueurs de cymbalum? Il y en avait partout, mais malheureusement, à ce jour, et ça va changer après votre émission certainement, je pense que sur les prochains albums, sur les prochaines chansons, en tout cas que j'irai enregistrer là-bas, il y aura du cymbalum parce que c'est juste un régal ce que j'ai en train d'entendre. C'est énorme parce que limite, ils ne regardent même pas où ils jouent, tellement qu'ils l'ont en eux, tellement qu'ils l'ont dans le sang. Et c'est un régal. Je suis heureux d'être dans votre émission, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. C'est très bon. Alors, le thème original, en fait, est pour piano, quand même. C'est le... Alors, est-ce que c'est un thème qui imite le cymbalum? Est-ce que ça imite la musique hongroise? Pas celui-là, il y a un autre qui imite le cymbalum, c'est le numéro 4. Ah oui, avec les trémolos. Mais oui, c'est cela. Voilà. Exact. Exact. Oui, effectivement. Et alors, la plus connue de toutes les danses hongroises, c'est la 5e danse hongroise. Et puisque dans l'émission, il y a toujours un moment où nous nous intéressons à un des grands tubes de la musique classique, eh bien, je vous propose maintenant de consacrer à la 5e danse hongroise de Brahms, Mécanique d'un tube. Mécanique d'un tube. Alors, la 5e danse hongroise de Brahms, on a tout ça dans l'oreille. Enfin, on ne sait pas forcément que c'est de Brahms, mais en tout cas, on l'a dans l'oreille. Et alors, c'est le thème par excellence, en plus, qui est passé dans la musique populaire. C'est-à-dire qu'effectivement, à Budapest, les musiciens tziganes le jouent. Et moi, j'ai longtemps pensé que Brahms avait piqué un thème populaire pour faire sa danse, alors que c'est l'inverse. C'est devenu un thème populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un grand tube de la musique classique? On pourrait dire d'abord que c'est un thème qui peut se jouer à tous les instruments. On peut le jouer dans la version originale, pour piano, ça a été orchestré, on peut le jouer au cymbalum, on peut le jouer pour violon et piano, les violonistes aiment bien jouer ça, bon, ça c'est une première chose. Après, quel autre élément? Bien évidemment, ce qu'on appelle en musique classique la pompe. D'un bout à l'autre, cet accompagnement qui évidemment fait très rythmé, très animé et très populaire. Ensuite, il y a quelque chose de très typique et de très hongrois, c'est le changement de tempo permanent. Ralenti, accéléré, ralenti, et puis l'alternance du rapide et du lent, comme ça. Et enfin, un petit truc. D'habitude, un thème, c'est une toute petite cellule qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. On fait... Et puis, tagadap, tagadap, tagada. C'est une sorte de variation de la première mesure. À peine on a fait, on varie et qu'on fait... Tandis que dans ce thème-là, ce qui est amusant, c'est que ça varie la 3e mesure. 1, 2, 3. C'est cette mesure-là qui va être variée et répétée. Pa tagadam, pa tagadam, pa dabadabam, pa dam. Donc un thème, mais qui ne s'intéresse pas à ce qui est dit au tout début. C'est très rare. Hein. Ta tadam, ta tidam. Alors il y a cet élément habituel du thème vraiment du tube, c'est-à-dire toujours répéter, répéter. C'est toujours une petite cellule répétée, mais là, ça n'est pas la première. Je pense que je vous en ai dit assez. Comme la version originale est pour piano à 4 mains, Michael, si tu en es d'accord, je te propose de me rejoindre et de jouer avec moi la 5e danse hongroise.
Voilà, merci beaucoup Mikhail. Alors donc ça c'était l'original pour piano à quatre mains, une chose tellement typique de l'époque, hein, que cette musique de maison. Mais une chose que tu n'as pas dit, que Brahms, dans son adolescence, a joué le piano dans les quartiers louches des ports de Hambourg. Et c'est là peut-être qu'il vient l'inspiration, parce que pour le jouer, enfin, pour divertir les gens de ces quartiers, enfin, peut-être il ne devait pas jouer le requiem allemand, enfin, il devait jouer plutôt ce genre de musique. Donc il a inventé quelque chose qui plaisait. Tu as l'air très renseigné sur ces quartiers louches, sur la vie de Brahms. Dans les biographies. Ah oui, très bien. Eh bien, maintenant, je propose de continuer notre voyage dans l'Est. Nous étions plutôt du côté de la Hongrie. Allons voir du côté de la Bulgarie, du côté de la Turquie, où il y a là une spécialité très, très amusante et très riche, qui sont les rythmes irréguliers, c'est-à-dire pas seulement les rythmes habituels, 1, 2, 3, 4, mais des rythmes qu'on appelle des rythmes boiteux, des rythmes aksak. Et pour nous parler de ce problème de rythme, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mieux qu'un pianiste de jazz. Nous accueillons maintenant le pianiste Antoine Hervé. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-François. Est-ce que tu as compris ta mission? Alors, j'ai compris quelques petites choses. Oui, on va parler de boiteux. Oui, de boiteux. Ça, tu dois nous expliquer les fameux rythmes boiteux, les rythmes asymétriques d'Europe centrale, voilà, de Bulgarie, des Balkans, de Turquie en fait essentiellement. Alors voilà, je pense que le mieux c'est de parler de petits paquets, tu vois. Alors il y a des paquets longs qui représentent, on va dire 3, puis des paquets courts qui représentent 2. Tu me suis? Non. On va alterner des longs qui font 3 et des courts qui font 2. Ah, tu veux dire rythmiquement? Rythmiquement. Donc ça ne va pas être régulier si on fait 2, 3, voilà, 2, ça 3. va boitiller un petit peu comme un matin après une soirée bien arrosée où tu te lèves et tu as l'âme pygmée. Par exemple, si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ça boite. Bah, ça boite. 1, 2, 3, 1, 2. Alors évidemment, dans le jazz, puisque tu sais que bon, c'est un petit peu ma musique de prédilection. J'ai cru comprendre. On emprunte à toutes les cultures. On fait même des traits d'union entre toutes les cultures. Et on a eu un Paul Desmond, un saxophoniste américain, qui a écrit un très célèbre 5 temps, puisque, comme tu le sais, 3 et 2 font 5, et qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, moi ce que j'ai compris, c'est que les rythmes boiteux, spécialité des Balkans, c'est le fait de mélanger 3 temps et 2 temps. Ce qu'on appelle le paquet de 3 et le paquet de 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Avec une prédilection pour les 2 et de temps en temps un 3 qui part au milieu comme ça, qui crée un déséquilibre. Par exemple, le 9 temps turc, le célèbre 9 temps turc. Ah bah ça fait 3 x 3. C'est très bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous, on ferait 3 x 3. Mais non, en Turquie, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 2 plus 2 plus 3 2 fois plus 3, 2, ça fait 6 et 3, 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, je reviens un petit peu à mon Paul Desmond tout à l'heure. Son pianiste Dave Brubeck, le leader du groupe, il a aussi écrit quelque chose dans ce genre-là. À l'époque, on s'intéressait beaucoup à ça. Et si tu écoutes la mélodie, c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il y a eu une mesure régulière. 3 x 3. On a mélangé 2 choses qui ne se font jamais dans les rythmes aksak en Turquie. On ne mélange pas. Dans la pure tradition, on reste 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Alors que là, dans le jazz, on a mélangé un moment, on a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une variation. Ce n'est pas correct par rapport à la musique traditionnelle. Tu peux nous le refaire? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà,
Voilà, ce qui a donné une composition mondialement connue, parce que ça a beaucoup plu. Et qui s'appelle Blue Rondo Blue Rondo à la turque, absolument. On peut aussi aller encore plus loin dans les contes incroyables, mais alors là, c'est comme je te disais tout à l'heure, on se retrouve chez les Pygmées. Ah, d'où le jeu de mots. Le jeu de mots. Alors, les Pygmées, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils font par exemple un rythme qui va donner un 3 en ouverture, 4 fois 2, un 3 et 5 fois 2. Ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, ça, par rapport à une pulsation régulière, c'est amusant. Alors, je vais vous demander un coup de main de tout le monde. Vous allez me faire la pulsation régulière à 3 temps. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Hein? Tu leur demandes des choses Pygmées, d'accord. Alors, par exemple, vous allez me donner une pulsation régulière comme ça. 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bravo. Alors vraiment, ça fait une petite différence parce que dans les rythmes des Balkans, les rythmes irréguliers ne sont pas donnés avec une pulsation régulière. Voilà. C'est toujours 1, 2, 1, 2, 3. Tandis que là, oui. C'est-à-dire que le monde se divise en deux parties. La partie qui compte les rythmes... Les Turcs et les autres. Oui, l'Est en fait, les pays de l'Est et les autres. Les autres qui posent des choses asymétriques sur une pulsation régulière, comme on vient de faire à l'instant, et ceux qui disent non, non, nous on n'a pas besoin de cette pulsation régulière, de cette référence, on va jouer on va jouer directement asymétrique. Alors on n'a pas parlé du 7 temps. Ah mais oui, c'est vrai. Alors bon, le 7 bulgare, c'est plus simple, ça va faire par exemple, on peut faire 2, 2 et 3, qu'est-ce que t'en penses? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça fait 7. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On dirait de la samba.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, bravo. Antoine Hervé. Et bravo aussi à Ludovic et à Cyril. Merci beaucoup, vive le Saint-Valhomme. Bon alors ça vous a plu cette petite samba bulgare? Ah oui, beaucoup. Magnifique. Beaucoup. Très belle composition. Ouais. Très difficile, le 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Moi, j'ai fait un morceau comme ça sur scène qui s'appelait Naïf Derviche. Et j'adore ce côté-là parce que tu rentres vraiment en transe, quoi. Ce côté irrégulier comme ça, complètement boiteux. Il te met dans un état comme ça, vraiment absolument génial. Mais je pense que ce type de rythme, il faut impérativement l'avoir dans le corps. Si on commence à compter 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, on est mort. Il faut vraiment l'intégrer, ce rythme-là, impérativement. Bien, en tout cas, maintenant, je voudrais vous présenter aux téléspectateurs un musicien qui est rentré à pas de loup, j'allais dire à pas de chat, pour se joindre à notre samba endiablé. C'est le clarinettiste Romain Guyot. Bonsoir Romain. Bonsoir Jean-François. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup d'être comme ça venu te joindre à un morceau quand même de jazz. Enfin, tu es Pour danser. Voilà, pour danser, tu serais prêt à tout. Voilà. Tu es un clarinettiste classique, tu es déjà venu à l'émission, tu nous avais joué du Gershwin. Et alors, quand tu as vu ces cymbalums, quand tu as entendu parler du thème de l'Est, tu as eu une idée à laquelle moi je n'aurais pas pensé, qui est de nous jouer un petit bout d'un mouvement lent du quintet de Brahms. Ah bah oui, pour moi, le quintet de Brahms pour clarinette, c'est le summum de la musique pour clarinette. Particulièrement ce passage dans le mouvement lent que j'adore, c'est peut-être un des passages qui m'a donné envie de devenir musicien. Et donc c'est pour ça que je t'ai proposé de le faire. Et en plus... Non, mais ça ne suffit pas, le fait que toi tu aimes beaucoup ça. Non, bien sûr. Non, on peut toujours dire j'aime, ça ne suffit Non, pas. mais tu m'as parlé du cymbalum quand tu m'as parlé de l'émission. Et je t'ai dit, oui, mais dans ce mouvement-là, le quatuor à cordes imite le cymbalum. Justement, comme un peu dans les danses hongroises de Brahms, qu'on a entendu tout à l'heure, et ben là, il y a un peu le même effet, mais aux instruments à cordes. Donc un fragment du mouvement lent du quintet pour clarinette.
Romain Guyot, le Quatuor Sophos, un extrait du mouvement lent du quintet de Brahms. Merci beaucoup. Merci. C'est d'une force, d'une expression Oh là là. extraordinaire. Magnifique. Merci beaucoup et pour la samba bulgare et pour ce Brahms. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt. Alors Arthur, j'ai des tas de questions à te poser. Et en dehors d'abord de te féliciter pour ta récente victoire, pour le meilleur album pop-rock. Merci. Et puis alors, je voulais te demander pourquoi tu aimes la musique pour orchestre, la musique symphonique. Ah ouais, parce que en musique classique, j'aime beaucoup Debussy et Ravel, avec cette palette orchestrale complètement extraordinaire dans lequel tu perds tes repères, dans lequel tu tombes comme ça. C'est très, il y a vraiment une sensation de jouissance comme ça dans le grand orchestre, dans cette ampleur, quoi, comme dans la façon dont ça respire. C'est pour ça, enfin, mes plus belles émotions de classique, ça a été ça. Je suis pas beaucoup au concert, mais il y a 2-3 fois où j'étais dans des concerts symphoniques où comme ça, tout d'un coup, tu sais plus comment tu t'appelles, tu te dissous en fait dans tout cet océan de son, quoi. J'aime beaucoup ta définition de la jouissance. C'est le fait de ne plus savoir qui on est et où on en est. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est bien. Et quelle est l'influence de la musique classique dans tes récents albums? Je ne sais pas, moi, L'Homme du Monde, Adieu Tristesse. Alors, dans L'Homme du Monde, c'est pas flagrant parce que c'est très groove. Je voulais vraiment quelque chose de très pop et très groove. Mais par contre, dans le disque d'avant qui s'appelle Adieu Tristesse, avec mon ami Nicolas Repac qui a fait une partie des arrangements, on s'est dit, les Noirs américains, ils ont samplé leur musique pour créer le rap, le R&B, toutes les musiques modernes. Ils ont puisé dans leur héritage, puisqu'ils ont samplé la soul music, le rhythm and blues et tout ça. Et nous, notre héritage, notre âme, en fait, c'est plus la musique classique que la musique nord-américaine. Donc on s'est dit, tiens, si on allait justement prendre la musique classique comme une espèce de matière comme ça, et prendre des bouts à droite, à gauche, les sampler, transformer les sons. Donc dans ce disque-là, tu as du Debussy, tu as du Chopin, tu as du Vivaldi, tu as plein de trucs qui ne sont pas déclarés parce que c'est complètement transformé. Mais tu décris ça presque comme un collage, l'équivalent du collage en peinture. C'est un collage, c'est le sample, quoi. Mais après, ça dépend comment tu le fais, tu vois, parce que ça peut être ou un collage genre postmoderne, ou ça peut devenir aussi quelque chose de très mélodique, très harmonique. Alors, puisque tu dis que ton avant-dernier album a un rapport plus intime avec la musique classique, est-ce que tu pourrais nous chanter quelque chose de cet avant-dernier album? Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que les deux chanteurs français les plus sensibles, les plus à vif émotionnellement, pour moi, c'est Barbara et Serge Gainsbourg, tu vois, qui ont vraiment l'émotion à fleur de peau, comme ça. Et en fait, il se trouve que tous les deux, leurs parents sont des juifs russes. C'est quand même fou que des gens comme ça, qui étaient un peu la quintessence de la chanson française, en fait, ont une âme qui est complètement slave, quoi, complètement juive et complètement de l'Est. Donc, il y a, comme tu disais, il y a vraiment une fertilisation de la France par l'Est depuis tout le temps, en fait. Tu nous chantes une des chansons Après, maintenant? ça, c'est dur de... Tu dois illustrer musicalement.
Je t'ai croisé un samedi soir et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée d'épices colorées. Mon but était clair, t'envoûter tout en restant libre moi et libre toi, car le roi de l'amour n'a plus besoin d'esclaves. Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui attend pleurer. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit. Oh, yeah, yeah, yeah. Le soleil de minuit a brillé pour nous jusqu'à l'arrivée du jour. Alors nous sommes séparés, comme saturé des délices du futur. Et j'ai marché seul, j'ai traversé la ville déserte, guidé par ton ombre, la ville encore étincelante du voyage des rêveurs. Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui attend pleurer. Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit. Oh, yeah, yeah. Adieu la nuit, adieu tristesse. Adieu, adieu les larmes, adieu la nuit, adieu, 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 oh, oh, adieu, adieu, adieu la nuit, oh, yeah, yeah, yeah. Ce que je vous propose à tous maintenant, c'est de faire le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure avec le mouvement lent de Brahms et d'aller à la rapidité la plus extrême. Et on trouve ça dans une danse qui s'appelle le furiant, qui est une sorte de galop tchèque qui a été illustré par Smetana et par Dvorak. Alors le furiant le plus connu de Dvorak, c'est celui du quintet pour piano et quatuor à cordes. On ne peut pas dire que Dvorak utilise vraiment tout justement toutes les particularités rythmiques du furiant traditionnel, mais il donne en tout cas quelque chose de tout à fait extraordinaire, une joie, comment dire, une joie presque excessive, qui est rompue en son centre par un moment d'abattement. Finalement, on retrouve ce thème de l'Est. Et puis ensuite, le retour de la joie. Donc, si tu en es d'accord, Mireille, le furiant du quintet de Dvorak en la majeure, piano et quatuor à cordes.
Bravo Mikhail, bravo pour cette virtuosité. Et puis alors justement, puisque nous parlons de virtuosité, tout à l'heure nous avons parlé de la naissance de la musique russe, donc des pièces pour piano solo, mais il y a une grande tradition russe également, c'est le concerto pour piano. Oui, c'est très rapidement imposé comme un des genres dominants des musiques russes. Déjà, ça a commencé avec un concerto qui est devenu un des plus célèbres, c'est le premier concerto de Tchaïkovski. Oui, je dois préciser que le concerto, c'est une pièce pour piano solo et grand orchestre. Ce qui fait très romantique, puisqu'il y a l'image du héros, comme ça, qui domine la foule des instrumentistes. Bah oui. Donc tu disais que le concerto de Tchaïkovski avait été en quelque sorte le modèle du grand concerto romantique russe. Et en fait, c'est un concerto que j'adore jouer parce que même quand je suis très malheureux, je sais que pour bien jouer ce concerto, je dois me mettre dans une condition pour sentir très heureux. C'est une musique de bonheur qui n'est pas si souvent que ça dans la musique classique parce que souvent c'est une musique très dramatique. Et moi, c'est pour ça que j'adore jouer. C'est très lyrique. C'est très... Tchaïkovski utilise aussi les thèmes populaires, notamment des thèmes ukrainiens. Il y a thème ukrainien dans le concerto de Tchaïkovski? Oui, le thème ukrainien. Il y a, celui du final. Celui du final, il y a aussi dans le premier mouvement, c'est aussi un thème ukrainien. C'est celui-là. C'est un thème ukrainien. Mais dans le final, c'est une chanson populaire qui s'appelle Vydi, Vydi, Ivan Kuki. Ça veut dire Viens, viens, petit Ivan. Enfin, c'est un chant danse ukrainienne qui donne ça comme musique. Ça continue. Voilà. Mais alors, l'autre grand compositeur romantique de concerto, en dehors de Tchaïkovski, c'est Rachmaninov. C'est vraiment pratiquement encore plus connu que Tchaïkovski, les concertos de Rachmaninov. C'est pratiquement le concerto le plus connu de tout le répertoire. Et les plus joués. Et plus joués. En fait, il a commencé à 18 ans. La première œuvre de Rachmaninov publiée, c'était en fait ce qu'on appelle Opus 1, c'est son premier concerto. Et tout de suite, il commence avec un geste théâtral, avec une très grande virtuosité, et avec les thèmes lyriques. Immédiatement, on voit que voilà, c'est totalement Rachmaninov typique. Donc voilà, ça commence comme ça. Là, voilà le thème le plus connu de toute la télévision française. Je disais le plus connu de la télévision française parce que c'était le fameux générique d'apostrophe. Enfin, ce concerto est quand même très difficile parce que la caractéristique de Rachmaninov, c'est cette espèce de pluie de notes qui environne les mélodies. Enfin, oui, lui était pianiste de génie, donc ça allait vraiment sur ses doigts. Enfin, c'est très, très difficile. Un autre compositeur russe, Sergei Prokofiev, a écrit encore quelque chose encore plus fou que le concerto de Rachmaninov. Il a écrit son deuxième concerto qui est un véritable monstre de difficultés. Je pense que c'est le plus difficile concerto de tout le répertoire. Oui, d'ailleurs, dans le premier mouvement, il y a un moment de piano solo, ce qu'on appelle la cadence. Et d'habitude, dans tous les concertos, il y a des petits moments de piano solo. Mais alors là, c'est extraordinaire. Ça dure pratiquement le même temps que le temps qui est dévolu à l'orchestre. C'est-à-dire qu'au moment où le pianiste se met à jouer, l'orchestre
l'orchestre n'a plus qu'à attendre pendant je ne sais pas combien de temps. Combien de temps ça 6 dure? minutes. Pendant 6 minutes, l'orchestre attend. C'est d'une moitié du mouvement. C'est la moitié du mouvement, oui. Tu nous en fais un extrait? Un petit extrait. Ça continue un peu longtemps. Merci. Il faut plusieurs mains, oui, tu ressembles un peu à ces dieux indiens qui ont plusieurs mains. En regardant ça, l'espèce de déluge, ça faisait penser, tu sais, à ce qu'on dit du bombardement de Dresde pendant la guerre par les Anglo-Américains, une espèce de déluge de notes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette image de Prokofiev, presque barbare, d'une musique tout à fait barbare, très motorique, avec une utilisation du piano percussif. On a dit de Prokofiev que c'était l'homme-machine, et en même temps, il y a un autre aspect, un aspect néoclassique qui aime la danse, c'est le Prokofiev qui écrit des ballets. Il écrit beaucoup de ballets. Et alors le langage n'a absolument rien à voir. Et alors si tu peux nous jouer, alors peut-être le thème le plus connu de tout Prokofiev, avec Pierre et le Loup naturellement, c'est ceci. Merci beaucoup, Mireille. Ça, c'est la marche des chevaliers de Roméo et Juliette de Prokofiev. Enfin, ça, c'est l'aspect ballet. Et alors, ce qui est drôle, c'est que tout ça se passe au même moment, puisque Rachmaninov, ça a beau être un langage extrêmement romantique, c'est le XXe siècle. Prokofiev, XXe siècle également. Il y a Stravinsky, au même moment, dont parlait Arthur tout à l'heure. Donc un qui a fait le plus grand scandale de l'histoire de musique, c'est avec le Sacre de Printemps. Il paraît que c'était parce que les danseuses n'étaient pas follement vêtues, plus qu'à cause de la musique. Tu nous joues un petit bout de Stravinsky? Ça, c'est de Petrouchka. Bravo, ça c'est la danse russe. Mais toujours dans ces grands compositeurs du XXe siècle, il y en a un qui est très singulier, qui a pratiquement écrit toute son œuvre pour le piano.
c'est Alexander Scriabin, c'est un compositeur que j'aime énormément, qui n'est pas à sa place qu'il mérite, et qui vraiment était une personnalité tout à fait singulière, c'était un personnage tout à fait exalté, visionnaire, mais qui voulait pas seulement écrire de la belle musique, mais il voulait transformer le monde par sa musique. Et alors, sa musique est très... enfin, plusieurs aspects, mais une sorte de grande force intérieure, de grande exaltation. Oui, c'est un visionnaire qui, par exemple, dans l'étude que je vais jouer, qui a un sous-titre Pathético, qui est une étude numéro 12, on montre cet aspect fiévreux et exalté. Bah, écoute, c'est extraordinaire en si peu de temps de pouvoir nous faire un portrait du XXe siècle russe comme ça. Et il y a tout de même un compositeur que moi j'aime énormément, dont tu n'as pas parlé, c'est Shostakovich. J'aime énormément Shostakovich, mais peut-être la musique pour piano de Shostakovich, ce n'est pas la partie la plus significative de sa musique. C'est surtout un formidable symphoniste qui a écrit des symphonies extraordinaires et les quatuors à cordes. Donc, je joue les concertos, je joue certains préludes et fugues, mais disons, ce n'est pas véritablement compositeur pour piano. Oui, je comprends, mais enfin, ça aurait fait très plaisir à Arthur, parce que tout à l'heure, on parlait de Barbara et de Gainsbourg et donc de l'influence juive. Il faut quand même bien savoir, Shostakovich n'était pas juif, mais il voulait montrer les éléments de musique juive. C'était un acte d'un grand courage. Et à cette époque-là, il y avait l'antisémitisme triomphant en Union soviétique, il y avait le procès des blouses blanches. Donc c'était un acte de courage extraordinaire, écrire les poésies sur les thèmes juifs, écrire tous ces éléments. Et d'ailleurs, il a terminé l'opéra de son élève, qui lui était juif, Fleischmann, qui s'appelle Violon de Rothschild. Enfin, il a toujours montré son amour pour la culture et pour les Juifs, ceux qui étaient dans le contexte de l'Union soviétique, d'un grand courage. Donc, qui était très courageux. Oui. Je propose de faire entendre maintenant, justement pour illustrer ce que tu dis, un thème qui revient souvent dans son œuvre, notamment dans le trio, dans le 8e quatuor, qui est un thème juif. Est-ce que vous pouvez me faire une espèce de grande guitare comme ça en ut mineur? Le umcha, umcha. Voilà.
Mais alors la question demeure, qu'est-ce qui fait juif? Ça fait très juif, mais qu'est-ce qui fait juif? Eh bien c'est un tout petit truc, un tout petit élément qui est d'ailleurs commun avec les modes andalous, qui est commun avec la musique arabe, c'est la seconde augmentée. Voici le moment de la minute du professeur solfège. La minute d'aujourd'hui est consacrée donc à la seconde augmentée. Qu'est-ce qu'une seconde augmentée? Eh bien, c'est assez simple. Quand on monte et qu'on descend une marche, c'est un petit peu comme quand on monte ou qu'on descend un escalier. Il y a des marches, mais elles sont irrégulières. Il y a les grandes marches qui font un ton, et puis les petites marches. Une grande marche, entre fa et sol, entre sol et la, entre la et si, et une petite marche. Eh bien, la seconde augmentée, c'est encore plus grand qu'une grande marche. C'est vraiment presque comme si on avait sauté une marche. Vous entendez? Je recommence. Grande marche, petite marche, grande marche, petite marche. Seconde augmentée. Alors, on peut utiliser une seconde augmentée dans une gamme. Ou alors, si vraiment on veut faire très riche, eh bien, on met 2 secondes augmentées. Et là, on fait très orientalisant, très juif aussi. Oui, parce que c'est utilisé donc dans le mode andalou, chez les Arabes et chez les Juifs. Alors, cette seconde augmentée, eh bien, si on l'applique à des mélodies connues, ça va changer beaucoup leur caractère. Par exemple, je ne sais pas moi, Frère Jacques, tout le monde connaît Frère Jacques. Si on met une seconde augmentée, déjà ça fait plus. Je sais pas moi, Chameau, Oasis. Il est fou ce mec. Ah, il y a des mélodies qui en contiennent déjà. Tenez par exemple une mélodie très connue. Vous connaissez ça, Jeux interdits? Bon, jusque-là, pas de seconde augmentée, mais attention. Il y avait une seconde augmentée, il fallait la mériter. Alors si vous n'avez pas la patience d'attendre, vous en rajoutez plein avant et ça donnera... Et là, ça devient vraiment très interdit. Enfin bref, la seconde augmentée, c'est un peu comme une épice. Si vos mélodies sont fades, utilisez des secondes augmentées. Vous avez compris ? Patrick, tu l'as bien compris, c'était pour toi, Jeux interdits, avec toutes ces secondes augmentées. Est-ce que tu ne veux pas venir près de moi, près du piano, sûr, pour en parler un petit peu ? Et tu viens de sortir un disque, une idée formidable, qui est de faire en chanson tout un tas de très grandes musiques de films. Une idée formidable, je ne sais pas, en tout cas une idée pour moi. Moi, je trouve que c'est une idée formidable. Merci, c'est gentil. Une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps parce que j'ai été bercé par, évidemment, par la musique en règle générale. J'ai été aussi très admiratif de la musique qui donne vraiment un supplément d'âme à l'image du 7e art. Et j'ai juste eu envie dans cet album-là de proposer aux gens, de leur dire voilà, quand on sort d'une salle de ciné, on n'en ressort pas indemne. Donc ce que j'ai eu envie de proposer, c'est dans cet album-là de ne pas ressortir indemne aussi. Donc j'ai repris Manon des Sources, j'ai repris Les Parapluies de Cherbourg, j'ai repris Les Choses de la vie, le film de Claude Sauté avec Romy Schneider et Piccoli, et Jeux interdits. Et je sais qu'il y a eu des tentatives sur cette musique-là par rapport à des textes et je n'avais pas vraiment accroché. Donc j'ai demandé à une femme qui s'appelle Ariane Quatrefages d'écrire un texte qui ne dépasse pas du cadre. Donc voilà, j'ai été porté par cette un magnifique enfant par musique. la main. Ouais. Alors c'est la première plage. Là, on est dans le classique là. Et bien voilà, pourquoi moi j'ai voulu finalement te demander de le chanter, c'est parce qu'on sait depuis très peu de temps qu'en fait ça n'est pas une mélodie anonyme. Parce que normalement, dans toutes les éditions, il y a marqué « Jeux interdits anonymes ». Alors ça fait rêver une belle mélodie anonyme. Et j'ai vu que dans ton disque, il n'y a pas de nom de compositeur. Ben non. Mais depuis quelques années, on est absolument certain de l'attribution à Fernando Sor. Exact. Fernando Sor qui était on l'appelait le Paganini de la guitare, qui était un des plus grands
guitariste classique, et on a retrouvé le facsimilé, donc on sait à qui l'attribuer. Et alors je me disais que voilà, tu as fait donc un petit peu comme certains grands chanteurs, enfin cette grande tradition de prendre des thèmes classiques et d'en faire une mélodie. À partir du moment où on est touché, où on est séduit, où quelque chose nous transperce, je pense que ça peut être joué de manière différente. Quoi qu'il en soit, la version à la guitare, cette version-là que tout le monde connaît, ça reste quand même la référence, ça reste quand même le standard pour moi. Mais ce que je peux juste apporter sur cette musique-là, c'est juste ma voix. Et voilà, et donc je me suis dit peut-être chanter cette chanson-là, ça leur ferait plaisir. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous faire un petit bout. Comme un enfant que l'on prend par la main et qui soudain comprend que son histoire est loin, qu'il ne sentira plus la chaleur de ses mains se cache dans des jeux incertains. Comme un regard dans lequel on retrouve la douceur des siens, un ami qui vous ouvre son cœur pour sourire à la vie et jouer à des jeux interdits. Joue mon enfant comme le ferait le vent sur tes cheveux défaits. Grandir prendra du temps, mettre en terre la vie reste un jeu pour les grands. Et toi, Michel, tu n'es qu'un enfant. Voilà, c'est la balade des jeux interdits. Mais alors, puisqu'on est dans les jeux interdits, je ne sais pas si c'est un jeu interdit, mais tu m'as amené un instrument que j'adore, un hautbois arménien qu'on appelle le doudouk. Le doudouk, C'est interdit ou c'est permis ça? Non, c'est permis, mais sauf que c'est super capricieux en fait. Et, Le doudouk est le capricieux. doudouk est capricieux parce que c'est une hanche, donc une hanche c'est fait avec du roseau, donc il faut l'humidifier à chaque fois pour que ça puisse trouver une certaine ouverture, pour que le son puisse sortir. Et en principe, ce sont des maîtres qui jouent de ça. Donc moi, je suis juste 1m83. Mais pas un vrai maître. C'est un instrument traditionnel arménien très vieux, très ancien, taillé dans du roseau en fait. Donc c'est un instrument de terre. Attends, mais il faut pour que tu- jouer de l'air, je vais le faut que chercher. tu nous le montres, Donc c'est parce un que instrument là, de terre pour évidemment y envoyer de l'air. Et là, j'en ai pour un quart d'heure, je vous le dis, parce que le temps que ça s'ouvre, tout ça, c'est terrible. C'est en quel ton? Voilà. En quel temps ça c'est attendez, il va décider lui en quel temps c'est. Il va faire des secondes augmentées, je pense. T'es pas nous là, lui il est plus fort que nous tous. Je vous dis, il y en a pour un moment. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'il faut l'humidifier vachement. Bon, ça suffit. On y est presque, hein? En plus, à cette heure-ci, c'est l'enfer. Parce qu'il y a des heures de fermeture du doudouk. Non, c'est n'importe quoi, ça. Tu m'avais expliqué que cet instrument qui a 4000 ans est sensible à... Ah bah, c'est le souffle qui manque. Là, vous avez vu la voix d'un coup, on dirait Barry White. Musiciens qui viennent de passer, que des tueurs à gages, j'arrive avec mon truc, moi. Tout le monde, moi j'arrive avec mon pipeau, là. Qu'est-ce qu'il vient faire, Pipo et Rameau? Ça aura au moins eu l'occasion de vous faire rigoler.
on a fait quelques notes, c'est déjà pas mal. Bon, Patrick, il n'y a pas de raison que tu sois le seul à faire des efforts. Je propose que vous veniez tous le rejoindre pour un deuxième quiz. Ah oui, le Et tu quiz. vas voir s'ils font les malins. D'accord. Alors le principe du deuxième quiz, eh bien, il vient directement de ce que vient d'expliquer Patrick. C'est-à-dire les thèmes de la musique classique utilisés pour la chanson. Autrement dit, les emprunts. On pourrait dire pratiquement les emprunts de l'Est. Ce n'est pas les emprunts russes ou franco-russes, c'est les emprunts de l'Est. Donc, je vous joue un thème qui est un thème de la musique classique, d'un compositeur de l'Est, russe ou bon, peu importe, ou tchèque, etc. Et au minimum, vous me dites de quelle chanson il s'agit, et au maximum, quel est le compositeur d'origine. On y va ? Gainsbourg. Le nom de la chanson ? Initial bébé. Très bien, Initial Bébé, Gainsbourg, et c'est une musique de... C'est pas Dvorak, non? Ouais, Dvorak, bravo. Symphonie du Nouveau Monde. Voilà, premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde, c'est très bien. On continue avec... Chopin, Gainsbourg. On est toujours dans Gainsbourg. On est toujours dans Alceste de Lemon and Cess, non? Lemon and Cess. Ouais. C'est Gainsbourg aussi. C'est Lemon and Bien, Cess. bravo. Je t'aime plus que tout. Alors peut-être un tout petit peu plus difficile. Sting. Et le nom de la chanson, c'est... L'américaine, New York. Non. Mais non, tac, tac, avec l'histoire de... 1985. Russians. Russians. C'est magnifique Russian. ça. Ah, c'est une mélodie classique. c'est- ça. Et alors Oui, alors. Et alors, c'est de qui? Bah oui. Je sais pas. Brocoli. Prokofiev. Brokofiev, non? Musique... Prokofiev, le lieutenant Kijé, une musique de film de Prokofiev, réutilisée par Sting. Bravo. Quand même. Merci, public en Celui-là me délire. semble un peu difficile, mais à vous de me dire. Gainsbourg aussi, avec sa fille. C'était un duo. Ouais, c'est Gainsbourg aussi. Rachmaninoff, non? Charlotte Non. Forever. c'était- Charlotte Forever, oui, 86. Mais le compositeur. Andantino de... Stravinsky. Non, pas Stravinsky, de Khatchatourian. 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 Voilà, encore un Arménien. Un Arménien, Khatchatourian. Tu crois qu'il jouait du doudouk, Khatchatourian? Peut-être mieux que moi, ça. Non, à mon avis, non. Pas, non. Et ce thème-là merveilleux, Étranger au paradis. C'est bon, c'est pas... Attends, Étranger au paradis, tout à fait. Et qui chantait ça? c'est pas Brahms, C'est Scheherazade. c'est Sherazade. Sherazade. Je connais pas la chanson. Vous avez tous tout faux. Danse Borovets. Voilà. De Borodine. Exactement. C'est le Prince Igor de Borodine. Borodine, C'est voilà. Gloria Lasso qui chantait ça en 98. Étranger au paradis. Étranger au paradis. Borodine, absolument. Je peux te faire un jeu qui a un lien avec ton émission. Ah, je te donne très un bien. indice. Tu veux faire le quiz à ma place? Ah bah non, Eh ben, je écoute, peux vas-y, je à t'en toi. prie. À moi, uniquement Ah oui, à moi. ah oui, oui. D'accord. Parce que c'est Bon. quelque chose qui a à voir avec ton émission. Est-ce que tu trouves? Ah, c'est une boîte à musique. Mais oui. de qui? En toute connaissance, ça doit être un compositeur russe. Tcherepnine. Gretchaninov.
2, hein. Encore une dernière chance. Dernière chance, après terminé. Balakirev. Au revoir. Bah, c'est très joli. Très très bon. Grieg, Patrick, tu es d'accord, ce qui compte, c'est que la musique soit jolie. Hein. Bien sûr. Peu importe de qui, ça, sûr. bon, C'est pas grave. c'est une question qui regarde la SACEM hein, uniquement. T'as vu la boîte à musique qui n'a plus assez de ressort? et voilà. Alors, c'était qui? Ladov. Ah, de l'ado. Alors c'était de l'ado. Qui écrit en boîte à musique, en fait. C'est quelqu'un qui écrit très peu, mais toujours des petits bijoux comme ça, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est la boîte à musique, la tabatière musicale de Ladov. Très bien. Mais je n'aime pas tellement cette situation d'être de votre côté. Retournez à votre place. Voilà, eh bien nous arrivons à la fin de notre émission, de notre voyage dans l'Est. Est-ce qu'on a pu dégager une caractéristique de la musique de l'Est? Évidemment pas. Hein. C'est comme quand on pense à la musique française, quand on pense à la musique romantique, la musique classique, qu'il s'agisse d'un pays, qu'il s'agisse d'une époque, il y a évidemment beaucoup de variétés, mais peut-être quand même un certain esprit qu'on a du mal à définir, mais peut-être c'est Arthur qui a eu le meilleur mot pour ça, cette espèce de mélange indissociable entre quelque chose de triste et quelque chose de joyeux. En tout cas, énormément de belle musique. Alors, je voulais non seulement vous remercier, mais rappeler d'abord les différents CD et DVD parus. Alors, pour Catherine Lara, l'album DVD-CD Au-delà des murs, et qui est en même temps un spectacle qui tourne actuellement. C'est bien ça. L'homme du monde qui vient de paraître d'Arthur H. Et puis Patrick Fiori, donc tu en as très bien parlé tout à l'heure. L'album s'intitule Les choses de la vie. Les choses de la vie. Les choses de la vie et du cinéma. Absolument. Bien. Mikhail, on te retrouve au concert d'ouverture au Théâtre des Champs-Élysées de la 17 saison. septembre. Voilà, Ouais. 17 septembre au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis ton livre, paru aux éditions du Rocher, Le roman d'un pianiste. Et puis le coffret de CD qui s'appelle Le piano romantique, je crois. Oui, il y a 5 compositeurs, enfin Chopin, Schubert, Brahms, Wagner et Liszt. D'accord, paru chez IMI. Et maintenant, je remercie aussi beaucoup les musiciens. En premier lieu, évidemment, le Quatuor Psophos. Merci beaucoup. Dont je rappelle les 2 derniers enregistrements, un disque Dvorak, justement, et un disque Mendelssohn. Un coup de chapeau, naturellement, aussi à notre clarinettiste, Romain Guyot. Au duo de Cymbalum, composé de Cyril Dupuis et de Ludovic Kovacs. Et enfin, et je lui propose de venir nous rejoindre maintenant, du pianiste de jazz Antoine Hervé. Alors Antoine, écoute, assis-toi à côté de moi parce que tu sais qu'on termine toujours par un petit 4 mains, que je te propose de faire pot-pourri. Tu connais le principe du pot-pourri. Alors, quelques thèmes parmi les plus connus, et puis on verra bien si les gens reconnaissent, si je te fais... Je te suis.